Donc, je m'appelle Cédric Boissière et je ne vais pas présenter. Je suis ici pour vous présenter donc Stéphane Cordier, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est directeur de recherche au CNRS, à l'Université de Rennes, à l'Institut des sciences chimiques de Rennes. Voilà. Il dirige le groupe Solid State Chemistry and Materials, avec une très forte spécialité sur les recherches pour les clusters métalliques, les matériaux hybrides à base de terres rares, et leur intégration dans les structures complexes. Voilà. Les applications, je ne sais pas si tu veux en parler, stockage, énergie, microélectronique, environnement, biotechnologie. Et il a reçu le prix de la SFC de la division de chimie du solide en 2015. Donc, merci pour cette présentation. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Clément de m'avoir invité à présenter nos travaux à l'occasion de cette journée. Donc, moi, je vais vous parler de la chimie des clusters de métaux de transition. Donc, ce travail fait appel à de nombreuses collaborations, notamment avec l'UMILink CNRS Saint-Gobain, qui est localisé à Tsukuba au Japon, mais aussi d'autres collaborations qui impliquent par exemple le LCPQ de Toulouse, le Saint-Gobain-Aubervilliers, l'IMN de Nantes, l'IPR de Rennes et plusieurs groupes de chimie à l'Institut des sciences chimiques de Rennes, ainsi que des résultats. Je vais vous présenter des résultats qui ont été obtenus dans le cadre du laboratoire international associé CLUSPOM, qui implique l'Institut Lavoisier de Versailles, l'Institut des sciences chimiques de Rennes bien sûr, et l'Institut Nikolaev de chimie inorganique de Novosibirsk. Donc en fait, les clusters, ce sont des agrégats métalliques de dimension finie qui sont caractérisés par des liaisons métal-métal. Donc là, je vous ai présenté des clusters de basse nucléarité. Comme vous pouvez le voir, les clusters sont représentés en bleu et ils sont toujours environnés par deux types de ligands. Les ligands inner qui coiffent les faces, qui pontent les arêtes du cluster ou qui en coiffent les faces. Et des ligands dits apicaux qui sont situés en position terminale. Donc ça, ce sont des clusters de basse nucléarité, mais il existe des choses bien plus complexes qui correspondent par exemple à la condensation d'octaèdres et de tétraèdres dans la chimie des oxydes, ou la condensation d'octaèdres par les arêtes ou par les phases, comme là dans les oxydes, mais aussi dans les sulfures. Donc à l'état solide, les clusters peuvent être discrets, donc isolés les uns des autres, mais ils peuvent être aussi condensés les uns avec les autres par l'intermédiaire de ligands ou par l'intermédiaire de métaux. Donc, lorsque les clusters sont discrets, les électrons sont localisés sur le cluster, et lorsqu'on condense, les électrons sont délocalisés, ce qui donne beaucoup de propriétés. Les clusters isolés ont plutôt des propriétés d'isolants et ont des propriétés optiques et de luminescence intéressantes, et les clusters à phase condensée ont plutôt des propriétés de conduction électronique, de supraconductivité, mais aussi des propriétés thermoélectriques, par exemple. Donc ces composés, au départ, sont synthétisés par chimie du solide à haute température, donc ce n'est pas de la chimie douce. Donc je vais revenir beaucoup sur ce composé ternaire qui est CS2-hémo6Br14, donc qui est préparé en plusieurs étapes. La première étape consiste à préparer un binaire hémo6Br12 en faisant passer un courant de brome sur du molybdène métallique. Et lorsqu'on a le binaire, on le fait réagir avec un sel alcalin, donc ça peut être du CS-Br, mais ça peut être du NaBr, KBr, tous les sels, ça marche, et on obtient un composé avec des motifs isolés. Ces clusters peuvent aussi s'obtenir par réduction d'un pentéhalogénure de tungstène, par exemple, par réduction avec du bismuth ou du gallium. Voilà. Donc là, ce sont quelques exemples, mais à chaque système correspond une méthode de préparation différente. Donc en résumé, les clusters, c'est quelque chose qui se situe entre une molécule et un métal. Ce sont des molécules qui ont une géométrie bien définie, une composition bien définie et qui présentent des liaisons métal-métal. Donc je vais me focaliser sur les clusters octaédriques présentant cette formulation où A est un contre-cation, M est un métal et N un ligand. Et pour bien comprendre les propriétés des matériaux à cluster, une notion importante, c'est la notion de nombre d'électrons de valence par cluster, encore appelé VEC. Et on peut le calculer tout simplement en considérant un modèle ionique, en considérant un transfert d'électrons total des contre-cations vers le cluster et du cluster vers le ligand. Donc si je m'intéresse à nouveau à ce composé ternaire, donc 2 électrons proviennent du césium, ils sont transférés sur le cluster de molybdène et 14 électrons sont transférés vers les bromes. Donc sachant que le molybdène apporte 6 électrons, il reste 24 électrons de valence par cluster, qui vont expliquer toutes les propriétés. Donc, je vais me consacrer aussi à des matériaux moléculaires, donc des clusters octaédriques moléculaires, que l'on retrouve dans deux types de motifs. Dans le premier type de motif, le cluster octaédrique est environné par 8 ligands qui sont situés sur les faces. Et dans ce type de motif, le deuxième type de motif, le cluster octaédrique est environné par 12 ligands inner qui pontent les arêtes.
Et dans les deux cas, on retrouve 6 ligands terminaux. Alors, au niveau schématique, pour faire le diagramme d'orbital moléculaire, il suffit de faire une combinaison linéaire d'orbital frontière de fragments pyramidaux à base carrée, ce qui conduit à un bloc de 12 orbitales à caractère métal-métal liant dans les composés à motif à face coiffée, et un bloc de 8 orbitales à caractère métal-métal liant dans les clusters à arêtes pontées. Donc tout ça, le nombre d'électrons de valence explique les propriétés physiques, oxydoréduction, etc., mais aussi les propriétés d'absorption. Donc je vais commencer par des exemples dans la chimie des clusters à arêtes pontées. Donc ils sont obtenus par chimie du solide. Donc tout ça, c'est un anion, et cet anion est environné par des contrecations qui peuvent être des alcalins et des terres rares ou des terres rares. Donc l'idée, au départ, en chimie du solide, l'idée de ces composés, c'était de trouver dans ces composés des interactions magnétiques entre les clusters avec un pair ou entre les clusters et les terres rares. Donc voici un exemple obtenu dans la chimie des bromures de tantale. Donc on réduit le pentabromure de tantale avec du tantale en présence de KBr. On obtient ce composé ternaire dont voici la structure cristallographique. Alors, tout ça, c'est de la chimie du solide. Et à partir de là, je vais vous parler de la chimie en solution parce que les composés à clusters isolés sont solubles. Et en fonction des solvants, on a des choses qui sont différentes. Donc ce composé K4Ta6Br18, quand on le met dans l'acétone, eh bien on a un VEC de 16 et il se réduit spontanément dans l'acétone pour aller vers un VEC de 15 et de 14 en changeant de couleur. En fait. Quand on passe de 16 à 14, on change d'une couleur verte vers une couleur marron. Lorsqu'on le met dans l'eau, on préserve le VEC, mais on échange les ligands Br- par des ligands H2O et on a une charge de plus sur le motif. Et par chimie d'oxydoréduction, on peut atteindre des composés dans l'eau avec des VEC de 14 et de 15. Donc alors ces composés sont intéressants parce que ce sont des entités chargées et on peut faire des dépôts par électrophorèse pour fonctionnaliser des surfaces semi-conductrices. Donc ça c'est des travaux qui ont été faits en interaction avec le groupe Saint-Gobain. Donc l'idée ici, c'était de recouvrir des surfaces semi-conductrices par notre matériau qui a des propriétés d'absorption dans l'UV et dans le rouge et proche infrarouge. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'on dépose sur l'anode le composé oxydé et sur la cathode le composé réduit. Donc ces composés peuvent aussi être introduits dans des matrices organiques. Donc typiquement ici le PVP. Donc le PVP, ce n'est pas la meilleure matrice, mais pour une preuve de concept au départ, c'était très bien. Donc on a développé ensuite d'autres stratégies de synthèse pour incorporer ces clusters dans du plexiglas ou du PDMS par exemple. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que quand on l'intègre dans du PVP, eh bien, on peut recouvrir des surfaces et on a en fait les propriétés optiques de la surface qui correspondent aux propriétés du composite. Donc là, c'est quelque chose de statique. On recouvre la surface, mais on ne peut pas moduler les propriétés optiques. Donc une idée qu'a eue une jeune maître de conf au laboratoire qui est Adèle Renaud, ça a été d'introduire nos clusters dans des cellules électrochromiques. Et là, l'idée, ça a été d'en fait, de moduler la couleur de la cellule en appliquant un potentiel. Et là, ça se fait de façon réversible, on peut moduler la couleur. Donc là, maintenant, je vais passer aux composés à motifs à face coiffée. Donc c'est pareil, hein, ce sont des motifs anioniques qu'on obtient par chimie du solide. Les contrecations peuvent être des alcalins, mais ça peut être des éléments divalents tels que du fer de plus ou de l'europium de plus. Donc maintenant, je vais passer à la chimie en solution de ces composés. Donc lorsqu'on prend les composés ternaires, donc de type CS2MO6Br14 que je vous ai présenté, mais aussi chlore et iode évidemment, à pH 7, lorsqu'on les met dans l'eau, on hydrolyse le cluster et on a une substitution des ligands apicaux par des ligands hydroxaux et des molécules d'eau. À pH 2, on peut échanger les ligands césium par du tétrabutylammonium et obtenir un composé très soluble dans les solvants organiques. À reflux dans le méthanol en présence de NH4X, on échange le césium par de l'ammonium. Et en reflux dans l'eau et l'éthanol, dans un mélange 50-50 en présence de thiocyanate d'ammonium, on échange les contrecations césium par de l'ammonium et on échange les ligands apicaux par des thiocyanos qui sont reliés au cluster par une liaison de type molybdène-azote. Et on a du soufre en périphérie, ce qui va permettre de polariser le cluster. Et je vais vous montrer après ce qu'on peut faire avec ce type d'objet. Donc en ce qui concerne les propriétés optiques, donc les composés à cluster, donc là vous voyez une série du molybdène avec le chlore, le brome
et l'iode. Donc vous voyez, sur ces spectres ici, ces composés absorbent de façon continue de l'UV au visible, et en fonction de l'halogène, on a une couleur qui varie du jaune canari au rouge. Et tous ces composés, lorsqu'on les éclaire dans cette zone, en fait, émettent dans le rouge profond, ce qui donne beaucoup de propriétés. Ils émettent aussi de l'oxygène singulaire, enfin, je ne parlerai pas de cette propriété, mais à partir de là, il y a plein de propriétés potentielles possibles. Mais il faut faire de la mise en forme. Donc maintenant, si je reviens sur mes structures de CS2MO6 Br14, lorsque j'échange le contre-cation césium par du tétrabutylammonium, eh bien évidemment, le tétrabutylammonium étant plus gros que le césium, on écarte les clusters les uns des autres. Donc ça, c'est un premier effet qu'on voit directement dans la structure cristalline. Maintenant, si on dissout ces composés, lorsqu'on les met en solution dans l'acétone ou l'acétonitrile, eh bien, comme vous pouvez le voir, l'allure du spectre d'émission est le même, quelle que soit la nature du solvant, donc l'acétone ou l'acétonitrile, et quelle que soit la nature du contre-cation, le césium ou le tétrabutylammonium. Maintenant, si on regarde les cartographies d'excitation et d'émission, vous pouvez voir que les cartographies sont différentes en fonction du contre-cation, tétrabutylammonium ou césium. Et si on extrait de ces cartes les spectres d'émission en fonction de différentes longueurs d'onde d'excitation, on voit qu'on a quelque chose de très large, mais pour tous ces composés, on a toujours le maximum d'absorption, en fait, lambda max 1 et lambda max 2, je vais y revenir tout à l'heure. Maintenant, si on regarde l'évolution du spectre d'émission en fonction de la température, on voit que lorsqu'on va de la température ambiante à 20 Kelvin, on a un redshift, en fait. C'est la même chose que ce soit le tétrabutylammonium ou le césium, qui s'accompagne en fait par une augmentation du déclin de luminescence. Maintenant, donc, fort de tous ces résultats expérimentaux, Karine Costuas à Rennes a fait des modélisations afin de comprendre l'origine de ces propriétés d'émission, et elle a montré en fait qu'on avait plusieurs états excités pour ces clusters, et en fait l'origine de l'émission aux basses énergies correspond à une élongation d'une liaison du cluster, et l'émission à plus haute énergie correspond à une déformation du cluster le long du pseudo-axe 4. Donc ça, c'est un composé donc, qui ne suit pas les lois de Cachat habituelles. Donc à notre code naissance, c'est le seul exemple qui existe en chimie du solide, mais il y a plusieurs exemples qui existent en chimie organométallique, notamment avec des complexes d'iridium. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe lorsqu'on met le composé ternaire dans l'eau. Donc comme je vous l'ai dit, lorsqu'on le met dans l'eau, on obtient un composé dans lequel on a substitué les ligands apicaux par des hydroxos et de l'eau. Donc ça, c'était le modèle qui a été proposé il y a plusieurs années auparavant par Sheldon et Brosset. Donc il se trouve que plus récemment, nous avons substitué dans les clusters un halogène par un chalcogène, donc du soufre ou du sélénium, ce qui permet d'augmenter la charge du cluster. Donc dans les ternaires, on a 2-, dans ce composé soufre-brome, on a 4-, et lorsqu'on le met dans l'eau, on obtient un composé dans lequel on a la même chose, qui est isotype, donc on a substitution d'hydroxo et d'eau autour du cluster. Et donc là, vous voyez la projection, donc il y a les molécules d'eau qui sont liées au cluster et des molécules d'eau de cristallisation additionnelles. Donc si on regarde de plus près les structures cristallographiques, on remarque qu'on a plusieurs types d'interactions oxygène-oxygène. On a des interactions entre les oxygènes qui sont liés au cluster, des interactions entre les oxygènes qui sont liés au cluster et les molécules d'eau de cristallisation, et des interactions entre les oxygènes et les molécules d'eau de cristallisation. Donc, plus récemment encore, en greffant des clusters sur du graphène, de l'oxyde de graphène, on a utilisé ce précurseur, tétrabutylammonium, molybdène, halogène, fluor, et on est retombé à nouveau sur ce type de binaire avec le même diagramme de poudre et les mêmes caractérisations des monocristaux. Et en faisant des manips de spectrométrie de masse, on a trouvé en fait qu'on n'avait pas une substitution d'hydroxo et d'eau, mais qu'on avait bien en fait 6 hydroxos autour du cluster. Donc ça nous a amené à revisiter ces structures et de comprendre finalement et de chercher à savoir où étaient localisés les protons dans ce genre de système. Donc si on revient aux distances et à la structure cristallographique, aux distances oxygène-oxygène entre les oxygènes qui sont liés au cluster, on voit qu'elles sont très courtes, 2,59 pour le chlore, 2,61 pour le brome et 2,51 pour le composé brome-soufre. Donc à partir de là, on a
on est parti de différents modèles. On s'est dit, si on prend 2 clusters adjacents, on a 4 possibilités finalement. On peut avoir 2 clusters adjacents, et là vous avez 2 molécules d'eau, une molécule d'eau ici et un groupement hydroxo, un groupement hydroxo, une molécule d'eau, ou 2 groupements hydroxo. Ensuite, avec Jérôme Cuny, nous avons fait des calculs de dynamique moléculaire et nous avons mis en évidence en fait que les protons n'étaient pas forcément localisés à un endroit particulier, en tous les cas à température ambiante. Et en fait, il y a un chemin. Et en fait, les électrons, ils peuvent bouger. En fait. On a de la dynamique qui dépend aussi de la température. Et si on prend sur ces images de simulation différentes images prises à différents temps, si on considère le temps t égale 0 ici, on a une molécule d'eau, un petit peu, dont ensuite le proton se déplace et va vers la molécule d'eau de cristallisation. On forme un H3O+, qui va transférer son proton vers la deuxième molécule d'eau de cristallisation. On forme un H3+ encore, et le H+ est transféré vers l'hydroxo du cluster du bas. Donc ici, on se retrouve dans une situation inverse de ce qu'on avait au départ. On a une molécule d'eau ici, et un groupement hydroxo ici, alors qu'on avait une molécule d'eau ici, un groupement hydroxo. Donc c'est la situation inverse. Donc ça, typiquement, c'est un mécanisme de déplacement protonique qui correspond à un mode de type Grotius. Et en parallèle, nous avons fait les mesures de conductivité protonique, et effectivement, nous avons trouvé que ces matériaux avaient de la conductivité protonique. Et plus récemment encore, les modèles structuraux que nous avons obtenus par diffraction des neutrons sur poudre ont montré que le modèle à basse température correspondait au modèle que l'on avait trouvé basse température pour la dynamique moléculaire. Et lorsqu'on augmente la température, eh bien, en fait, on voit que les résidus de Fermi augmentent. Et en fait, on a ce qui montre qu'on a des chemins protoniques bien particuliers. Et bien évidemment, ces clusters, comme ils présentent ces composés à clusters présentent des motifs isolés, ils sont luminescents. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de choses intéressantes qu'on a pu faire avec les composés à clusters. Et je vais revenir sur le composé avec le composé ternaire. Lorsqu'on le met dans de l'ammonium thiocyanate, on substitue les ligands apicaux par des molécules de thiocyanate qui sont liées par l'azote ici. Ces molécules cristallisent avec l'acétone. On obtient une structure dans laquelle on voit que les distances soufre-brome sont courtes, et ce qui typiquement en fait, correspond à une liaison qui est due à la polarisation des clusters. On a un fort delta- sur le soufre et un delta+ qui se crée sur le brome. On crée des couches qui s'empilent entre elles et on obtient une structure tridimensionnelle. Donc à partir de là, Fabienne Gaufre, de l'Institut des sciences chimiques de Rennes, a eu l'idée d'utiliser ces composés à clusters pour les utiliser comme précurseurs dans ces émulsions THFO pour faire des nanoparticules. Et elle a utilisé 2 types de précurseurs, le composé ternaire halogéné et le thiocyano, et elle a obtenu des résultats différents. En effet, avec le composé ternaire, on obtient des nanoparticules qui sont pleines, et avec le thiocyano, on obtient des nanocapsules qui sont creuses à l'intérieur. Donc en fait, c'est dû à la différente réactivité des clusters avec l'eau et leur différence de solubilité dans le THF. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour le composé où on a les sphères pleines, on a une totale hydrolyse du cluster et on retrouve une structure tridimensionnelle proche de celle que je vous ai montrée tout à l'heure dans le composé bulk. C'est ce qu'on trouve par analyse Raman. Et dans le composé thiocyano, en fait, on a substitué uniquement 2 thiocyano par de l'eau. Et en fait, on doit probablement avoir une structure en feuillet avec des interactions soufre-brome du même type que je vous ai montré tout à l'heure dans les cristaux. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe lorsqu'on fait interagir le thiocyano, donc qui a des soufres en périphérie avec une surface d'or. Donc l'idée, en fait, c'est que comme le soufre a une affinité avec l'or, on doit former des monocouches. C'est effectivement ce qu'on a trouvé. Donc voici la résultante en fait d'une surface d'or trempée dans une solution de cluster thiocyano. Et comme vous pouvez le voir sur cette image AFM, on forme une monocouche et la rugosité montre qu'en fait, on a une couche de 1,8 nanomètres, ce qui correspond à une couche de cluster et ses controcations. Par spectroscopie tunnel ponctuel, on a montré aussi que le niveau de Fermi était localisé au milieu du gap. Donc pour expliquer ces différentes propriétés, Michael Kepenekian, donc, qui est un théoricien de Rennes, a modélisé une surface d'or et dans son modèle, il a pris 5 couches d'or
Et les 3 premières sont rigides, les 2 dernières, en surface, sont plus labiles, ce qui permet de prendre en compte les différentes contraintes. Et il a accroché le cluster sur la surface en faisant différents modèles. Un seul thiocyano greffé sur la surface, 2 thiocyano, 3 thiocyano et 4. Et ensuite, il a modélisé les diagrammes d'énergie. Et il se trouve que la seule possibilité pour avoir un niveau de Fermi localisé au milieu du gap correspond à un cluster accroché sur la surface par 4 groupements thiocyano. En fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ce composé en fait, continue à luminescer une fois qu'il est greffé sur la surface. Et il y a finalement peu d'exemples de composés ou de pigments organiques ou inorganiques qui, une fois greffés, continuent à luminescer. Donc ces travaux ont fait l'objet d'une publication récemment dans Materials Horizon, ce qui nous a permis de faire un clin d'œil à l'unissage, puisque l'allure du cluster greffé faisait penser un petit peu module. Donc ça, c'était marrant, c'était pour l'anecdote. Donc maintenant, dans une avant-dernière partie, je vais vous montrer des résultats qu'on a obtenus en intégrant les composés à cluster dans des matrices organiques. Donc l'idée, en fait, comme je vous l'ai montré au départ, ces composés sont synthétisés à l'état solide. Ils ont donc une nature céramique forte, donc ils sont cassants, ils manquent de plasticité. En plus, ils sont hydrolysables, comme je vous l'ai montré. Donc l'idée, si on veut mettre à profit les propriétés de luminescence ou même de génération d'oxygène singulaire, il faut pouvoir les intégrer dans des matrices organiques. Donc toute cette chimie d'intégration des clusters dans des matrices organiques a été développée à Rennes par Jan Mollard, et plusieurs approches ont été mises au point. Tout d'abord, la méthode la plus simple, c'est celle que je vous ai montrée avec le PVP, qui consiste simplement à prendre le composé à cluster tel quel et à l'intégrer dans un polymère. Donc ça, il y a des mécanismes de ségrégation de phase, comme vous le savez, c'est ce qui risque d'arriver. La deuxième voie de synthèse correspond à une approche covalente, qui consiste à fonctionnaliser le cluster en position apicale et ensuite de l'intégrer dans un polymère par processus de copolymérisation. Et on a utilisé aussi de nouvelles approches qui consistent en fait à échanger le contre-cation alcalin par un contre-cation organique qui porte une fonction qui peut permettre une copolymérisation, mais aussi qui peut générer des propriétés de cristal liquide. La dernière voie de synthèse, c'est la voie supramoléculaire qui consiste en fait à intégrer les clusters dans des matériaux qui ont des chaînes de type polyéthylène-glycol ou alors des macrocycles en fait, dans lesquels le contre-cation alcalin va s'intégrer. Donc à partir de là, bien, plusieurs stratégies ont été développées pour obtenir différents types de matériaux. Ça peut être des matériaux bulk, des fils, des huiles, des matériaux facilement... qui peuvent se mettre en forme facilement, et y compris des matériaux pour les techniques d'impression jet d'encre. Donc le seul exemple que je vais vous montrer, en fait, ici, c'est un exemple d'intégration de composés à cluster dans du PDMS ou du plexiglas, en utilisant en fait l'approche ionique qui consiste à remplacer les contre-cations inorganiques, alcalins, par des contre-cations qui sont polymérisables. Donc ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'en fait, on ne touche pas du tout au cluster. C'est-à-dire que, par exemple, pour augmenter le potentiel des propriétés optiques, augmenter le rendement quantique ou moduler les propriétés d'émission, on est obligé de faire des substitutions des ligands apicaux. Par exemple, dans le cas des iodures, on remplace les iodes apicaux par des chlores ou les iodes apicaux par des ligands pentafluoropropionates. Donc, ce genre de stratégie, en fait, si on veut faire du greffage sur le cluster, en fait, on va tuer certaines propriétés et on va engendrer du cross-linking. Alors que dans cette méthode avec d'échange de contre-cations, on peut vraiment moduler les propriétés optiques du cluster et moduler ensuite la matrice via l'approche de contre-cation. Donc ensuite, ça a été utilisé en fait dans le cadre d'une ANR. Donc avant la polymérisation, le composite a été introduit dans des fibres nanostructurées pour faire du guidage optique en fait dans des nanofibres. Donc voilà. Donc je vous ai montré beaucoup d'exemples autour de matériaux à cluster octaédrique. Donc les défis maintenant, ça va être de trouver d'autres types de clusters avec d'autres types de propriétés, mais il y a aussi une nouvelle voie qu'on a mis au point ou qu'on a découvert au cours des travaux dans le cadre du LIA avec la Russie, qui consiste en fait à faire interagir les clusters avec des cyclodextrines qui sont en fait des sucres cycliques
Et ces sucres, en fait, ont la particularité d'avoir une cavité hydrophile et une interface hydrophobe. C'est l'inverse. Donc l'idée là-dedans, c'est que le cluster, en fait, il s'intègre, donc on peut imaginer que c'est une casserole, il va à l'intérieur de la casserole. Et ça, c'est sélectif. En solution, la complexation et la formation du complexe d'inclusion avec la gamma-cyclodextrine permet de baisser les potentiels d'oxydation. Comme vous pouvez le voir avec le tellure, une fois que la substitution est faite, on a quelque chose de parfaitement réversible. Ce qui n'est pas le cas avec le sélénium ni le soufre. C'est dû au fait qu'en solution, l'interaction avec le sélénium et le soufre est moins forte et il n'y a qu'une cyclodextrine à interagir. Donc maintenant, on a été beaucoup plus loin dans les interprétations, notamment Mohamed Awas à l'Institut Lavoisier, puis qui a fait des manips de dosage cluster cyclodextrine. Donc ça marche aussi avec d'autres types de clusters. Donc ça, c'est un cluster de rhénium avec du cyanure en apical, mais ça marche avec des clusters plus classiques, les clusters de molybdène-brome, avec du chlore en position apicale, ce qui permet d'exalter les propriétés optiques. Donc on forme un complexe d'inclusion, et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, les cyclodextrines, une fois le complexe d'inclusion formé, interagissent entre elles par des liaisons hydrogènes, et on fait des structures en tubules. Donc maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que le cluster est anionique, donc il a besoin d'une charge cationique pour compenser la charge, et on peut lui mettre en face des polycations de type AL13, et donc on peut mixer différentes chimies et associer des clusters synthétisés par chimie du solide à haute température avec des polycations ou des polyoxométallates qui, eux, sont synthétisés par chimie douce. Et c'est des structures complètement, a priori, antagonistes, puisqu'il y en a des choses qui sont riches en électrons, du côté des clusters, et des choses plus pauvres en électrons, dans le cadre des polyoxométallates et des aluminates. Donc ça marche aussi pour le tantale, hein. Donc on a le même type de complexe d'inclusion. Donc ce que je vous ai montré, c'était les clusters à face coiffée. Ça, c'est des clusters à arête pontée. Donc on forme aussi des structures en tubules. Donc a priori, hein, que l'on prenne un cluster de type arête pontée ou face coiffée, la résultante au niveau de la structuration avec les cyclodextrines, ouais, ça va dire. Donc c'est la même chose. Donc maintenant, donc je vous ai montré une association de clusters avec des polycations. On peut aussi associer les clusters, cette fois qui sont cationiques, avec des polyoxométallates de type Dawson qui, eux, sont anioniques. Et donc, lorsqu'on ajoute le polyoxométallate dans la solution de cluster complexée, on obtient un gel. Et si on optimise les conditions de synthèse, on peut obtenir des cristaux. Et la structure a été résolue grâce à des mesures sur synchrotron. Donc voilà, donc ça marche. Donc ça, c'est des nouvelles perspectives dans cette chimie, c'est d'associer des blocs, d'organiser des blocs qui contiennent des métaux. Alors il y a plusieurs possibilités après, on peut imaginer plusieurs choses, par exemple de les réduire de façon sélective pour retourner ça en chimie du solide. Mais on peut imaginer des systèmes plus complexes. C'est sur ça qu'on est en train de travailler en ce moment. L'idée étant en fait de transférer des électrons du cluster vers le polyoxométallate de façon photo-induite. Et donc là, l'idée, c'est sachant que les pommes ont des propriétés de réduction de protons très intéressantes, on pourrait, au lieu et que c'est induit de façon électrochimique, on pourrait changer le type de génération en proposant en fait un cluster qui transférait son électron et qu'ensuite reprendrait son électron avec le solvant. Donc voilà les perspectives qu'on a un petit peu aussi, en ce moment autour de la chimie des clusters et maintenant des polyoxométallates. Donc voilà, donc je remercie les financeurs, notamment l'ANR et la région Bretagne et bien sûr le CNRS.